Bienvenue sur le podcast Le Cheval des métiers. Moi, c'est Marie, chargée de communication au service Equiresources. Pour cette nouvelle saison, je vous invite à me rejoindre pour explorer la richesse des parcours professionnels en Normandie. Une terre où la passion du cheval et la quête de l'excellence se rencontrent depuis des générations. Au sein du service Equiresources, notre mission va bien plus loin que la simple diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, de prestations de services, d'apprentissage et de stages chaque année. Notre équipe s'engage activement pour faire connaître la diversité des métiers et des formations qui y sont associées pour vous aider dans votre orientation ou reconversion. Associé à l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations de la filière équine, Equiresources, c'est aussi la diffusion de connaissances en matière d'emploi et de formation. Fort de son expertise, Equiresources contribue à la réussite du Conseil de l'emploi et de la formation de la filière équine. Notre ambition ? Accompagner et conseiller celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette filière passionnante. Et pour cela, quoi de mieux que de partager les expériences de professionnels chevronnés ? Dans cette nouvelle saison du podcast, nous vous invitons à découvrir des parcours aussi inspirants qu'atypiques, ainsi que des personnalités qui partageront leur expérience et leur formation avec nous. Eh bien, bonjour Yann et bienvenue. Merci de m'accueillir. On va aujourd'hui parler de votre métier, mais aussi de votre parcours, ce qu'on va pouvoir voir grâce à cet échange, qu'il est tout à fait possible d'avoir une belle évolution de carrière au sein de la filière équine. Est-ce qu'on peut commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes et quel est votre métier justement ? Alors, je m'appelle Yann Adam, je suis le directeur du pôle hippique de Saint-Lô depuis le 1er septembre 2013. Donc j'ai passé la date fatidique des 10 ans. Je m'approche des 11. J'ai pas vu le temps passer, effectivement. Ce sont des postes qui sont relativement rares, mais qui sont des postes passionnants. J'ai la chance de travailler dans un métier qui est aussi ma passion, puisque comme d'autres, je suis passionné de chevaux depuis toujours, issu de familles de chevaux. Alors, chevaux de course. Je ne suis pas issu du monde des sports équestres, mais je suis plutôt issu du monde des courses, galop et trot. Baigné dedans depuis ma naissance, mes grands-parents, parents, etc. J'ai des chevaux de course. Enfin bon, voilà, c'est tout un univers. Je ne pense que cheval, comme d'autres. Et pouvoir travailler dans sa passion, c'est quand même un luxe que peu de personnes ont. Oui, effectivement. Mais alors, est-ce que justement, là, vous nous disiez que vous n'êtes pas issu du monde du sport, mais plutôt du monde des courses. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts ? Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière dans la filière ? Et quels ont été les premiers défis que vous avez rencontrés ? Alors, c'est assez paradoxal. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur agro. On dit agro maintenant parce qu'on n'avait pas le droit de dire ça à mon époque. C'était en agriculture. Donc, j'ai fait l'école supérieure d'agriculture d'Angers. J'ai un diplôme d'ingénieur qui s'appelait en agriculture à l'époque. Et maintenant, on a le droit d'appeler ça ingénieur agro. Alors, je raconte ça parce que, pour la petite histoire, parce que c'est ce qui m'a valu de quitter la filière, puisque j'ai commencé ma carrière au Haras national de Compiègne. Ça date un petit peu, je ne veux pas vous donner les dates parce que ça en dirait trop sur mon âge avancé. C'était encore les haras nationaux. C'était pas l'IFCE à l'époque. Et donc, je travaillais plus particulièrement, alors déjà sur une structure très originale en fait. J'étais mis à disposition d'une structure qui dépendait du conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque et qui gérait particulièrement les races de chevaux de trait de la région Nord-Pas-de-Calais, qui était le Boulonnais et le Trait du Nord. Et donc, en fait, je travaillais sur la sauvegarde plus que le développement de ces deux races, puisque c'était déjà en voie d'extinction à l'époque. Et donc, bon an, mal an, j'ai commencé ma carrière après avoir fait mon service militaire pour le compte des haras nationaux. Ça existait à l'époque encore, le service militaire, mais je l'ai fait au Haras. Et donc, j'ai commencé ma carrière en m'occupant des deux races de traits pour le compte du Haras national de Compiègne. Et en fait, je suis sorti de ce système parce que pour progresser à l'époque et pouvoir prétendre à des postes d'encadrement, puisque c'était
mes compétences ou en tout cas mes appétences de travailler dans le management. La hiérarchie, ou en tout cas le ministère de l'Agriculture, m'avait demandé de refaire une 5e année de Paris Agro Grignon, considérant que mon diplôme d'ingénieur agri, qui était pourtant reconnu par le ministère de l'Agriculture à l'époque, ne suffisait pas pour prétendre à des postes d'encadrement dans les haras nationaux. D'accord, c'est étonnant. Ah, c'est étonnant de le dire maintenant, alors tout ça c'est du passé, hein, on n'en parle plus. Mais je me souviens à l'époque, le directeur de Compiègne, qui s'appelait Bruno Pourchet, directeur historique des haras, m'avait dit postuler, etc. Et je m'étais renseigné, je ne pouvais pas parce qu'il fallait que j'ai un diplôme public et pas privé, parce que l'école supérieure d'agriculture d'Angers, c'est une école privée qui existe toujours, hein, et qui diffuse des diplômes d'ingénieurs qui sont reconnus par le ministère. Donc déjà, c'était une époque un peu révolue, puisque ça n'existe plus. Et j'ai donc considéré à l'époque que c'était pas possible, que mon diplôme était tout à fait valable, et je suis sorti de la filière. Voilà. C'est assez marrant, parce que justement, cette petite histoire qui date il y a quand même 25 ans maintenant, le fait d'être revenu dans le système de nombreuses années après, d'avoir repris le haras national de Saint-Lô, cédé par les haras nationaux, je trouve que la boucle était assez intéressante. Et donc, après cette première expérience dans la filière équine et dans la partie haras, je suis parti dans l'agroalimentaire. J'ai suivi une voie beaucoup plus logique par rapport à ma formation, parce que, et ça, je ne veux pas dire que je le déplore, mais c'est une réalité. La filière équine n'est pas étudiée dans les écoles d'ingénieurs. Agro, c'est même sur les parties production, sur la partie rien n'est étudié. Le sujet n'est pas du tout. Moi, pourtant, j'ai fait des formations en production animale. Enfin, j'ai pris des options production animale parce que c'était mon appétence. Jamais j'ai étudié le cheval. Jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Parce qu'on ne me sollicite pas pour aller dans mon ancienne école donner des cours sur l'alimentation ou la physiologie du cheval. Donc je pense qu'effectivement, c'est toujours été le problème de cette filière, c'est qu'elle est un peu pas vraiment dans le monde agricole. Donc c'est ce qui rend compliqué aussi d'avoir les compétences. Parce que comme dans les écoles d'ingénieurs, on n'étudie pas le cheval, ou très peu, quasiment pas, ça paraît compliqué derrière de former des cadres. Voilà, donc il y a assez peu de formations finalement spécialisées dans cette filière, ce qui fait que les individus comme moi sont des personnes voilà, qui sont très spécifiques, et on n'a pas de filière type pour devenir directeur d'un pôle, parce que voilà, il n'y a pas d'école spécifique pour ça. Les écoles d'ingénieurs sont orientées sur les productions agricoles classiques. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Donc j'ai travaillé dans des coopératives agricoles, principalement, en production animale. Et puis, donc de façon assez classique, avec une carrière de management et de gestionnaire, parce que c'est ça mon truc. Bon, depuis que j'ai quitté les haras nationaux à la fin des années 90, je suis devenu manager. Voilà. Donc à 28 ans, j'étais déjà encadrant. J'encadrais des personnes souvent plus âgées que moi. Ça a toujours été mes appétences, mes envies. C'est pas donné à tout le monde d'être manager. Manager, gestionnaire, développeur. Je veux dire que c'est plus ça, ce que j'aime et ce que j'ai développé tout au long de ma carrière. Avoir toujours des projets. J'ai besoin de projets pour me nourrir. Gérer des personnes, c'est pas simple. Ça demande un certain nombre de compétences qui ne sont pas toujours que appris dans les écoles. Bien évidemment, hein, c'est aussi une façon d'être. On peut faire du management à la dure, on peut faire un management collectif, participatif, d'encouragement. Enfin bon, il y a différents types de management qui existent. Et puis, quand j'ai commencé cette carrière dans l'agroalimentaire, l'entreprise qui m'embauchait m'avait proposé de faire une formation qualifiante de management stratégique des entreprises. Et là, je dirais que par rapport à ceux qui pourraient être intéressés par ces métiers-là, suite à mon école d'ingénieur, j'ai pas voulu faire un master ou une formation spécialisée d'1 an ou 2 ans dans un domaine très précis, parce que finalement, les formations d'ingénieurs sont des formations très généralistes. On approfondit peu de choses, on étudie
plein de domaines, mais on approfondit peu de choses. Donc j'ai certains de mes collègues qui ont fait des masters après. Moi, je voulais travailler, j'avais besoin de concret, donc j'ai travaillé. Et à l'âge de 30 ans, mon entreprise m'a permis de faire une formation à l'Institut français de gestion, en formation professionnelle qualifiante sur 2 ans. Alors, je continue à travailler. Je partais plusieurs jours par mois dans différents lieux pour une formation qualifiante de management stratégique des entreprises. Et ça m'a permis de mieux maîtriser tous ces aspects de gestion, de RH, de marketing, de communication, de droit, enfin voilà, d'avoir une vision globale et surtout de stratégie d'entreprise. Et donc voilà, donc j'ai continué cette carrière-là jusqu'au milieu des années 2010, puisque voilà, jusqu'en 2013, je travaillais dans l'agroalimentaire et dans les productions animales, en fait plutôt dans l'approvisionnement d'outils de transformation, que ce soit de viande bovine, porcine, palmipède, enfin, bon, etc. Donc voilà, donc je dirais que je ne me prédestinais pas à revenir dans la filière équine, du tout. C'est même pas une opportunité, c'est parce que je souhaitais changer de travail. J'ai vu ce poste-là sur l'APEC, hein, sur les cadres, les postes qui sont pour les cadres. J'avais une image du haras national de Saint-Lô, comme beaucoup. Je connaissais pas vraiment ce que c'était, mais j'avais une image. Je me suis laissé tenter, je suis venu aux entretiens. Bon, voilà, j'avais pas vraiment l'envie de revenir dans la filière parce que je m'en étais détaché. J'avais même pas vécu trop la période IFCE parce que quand je suis venu postuler pour le poste ici, j'ai redécouvert ce que les haras nationaux, ça s'appelle plus les haras nationaux, quoi. Mais qu'ils avaient créé un institut entre l'École nationale d'équitation et les haras nationaux. Donc j'étais vraiment sorti de la filière complètement. Je vivais cette filière par l'intermédiaire de mes chevaux de course et des hippodromes et de mon environnement amical. Donc j'en faisais ma passion et mon loisir, en fait, les chevaux. Donc je me prédestinais pas du tout à revenir. Et quand je suis arrivé ici et on m'a proposé le poste, que je me suis retrouvé en face d'élus. Je connaissais pas parce que j'ai toujours travaillé dans le privé, moi. Je connaissais pas sauf au moment des haras nationaux à l'époque de Compiègne, mais depuis j'étais plutôt dans une filière complètement privée. Et donc j'ai redécouvert ce qu'était la fonction publique. Voilà. Et donc je me suis laissé tenter par ce beau projet qui à l'époque était balbutiant, hein, puisqu'à Saint-Lô on avait juste construit, hein. Il y avait eu 14 millions d'euros d'investissement qui avaient été finalisés fin 2012 à l'époque, et donc ils cherchaient en 2013 un directeur pour pouvoir lancer le projet de rassemblement entre les activités qui étaient déjà faites par les collectivités, qu'on appelait le centre de promotion de l'élevage, et puis les activités de l'IFCE au niveau du haras national. Voilà, donc je suis rentré dans cette belle aventure, un peu par hasard, sans trop. J'avais plusieurs autres postes dans l'agroalimentaire qui m'étaient ouverts. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'est peut-être le choix du cœur, certainement. Le fait aussi que on y revient toujours. Le cheval, c'est voilà, quand on a la passion, on y revient toujours. Et puis je crois qu'il y a cette image du haras qui reste vraie encore aujourd'hui. Ça reste dans l'inconscient collectif. Les haras nationaux, ça n'existe plus. Les gardes en tenue, les sorties en ville, etc., ça n'existe plus. Il ne faut pas faire croire aux gens que les haras nationaux existent encore. Ça n'existe plus. Mais ça garde une certaine image. Et je le vis encore comme ça, comme une vraie image. Je suis le directeur du haras. Alors c'est plutôt le polypic de Saint-Lô, mais... Et donc je suis rentré dans cette belle aventure avec mes compétences acquises pendant 15 années de manager et de gestionnaire et de développeur dans l'agroalimentaire. Donc je suis arrivé comme un ovni dans un univers d'éleveurs, de cavaliers, où tout le monde se connaît. Personne ne me connaissait. Je me souviens, j'ai été présenté début août 2013 pendant le Normandie Horse Show. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait, hein, parce que d'habitude je travaillais, quand je prenais des postes, j'avais un DG, un comité de direction, un cabinet de recrutement, et là je me retrouvais au milieu d'une carrière où un président de région et de département me présentait au public, quoi.
Donc j'avais du mal un petit peu mais je mesurais déjà à l'époque l'importance qu'avait ce type de poste et que j'avais pas trop le droit de me tromper non plus et de ne pas répondre à toutes ces attentes, puisqu'effectivement c'était une nouveauté. Saint-Lô a été le premier site que l'IFCE a souhaité sortir du giron. Et donc, je ne me rendais pas compte à l'époque. Je ne me rendais pas du tout compte, mais je suis arrivé avec mes idées autres d'une filière que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais quand même les sports équestres parce que quand on aime le cheval, je suivais les exploits des cavaliers quand même sur les compétitions, même si c'était le monde des courses qui était mon univers. Mais quand même, voilà. Donc je suis arrivé ici comme cet ovni. Tout le monde m'a regardé un petit peu, pas de haut, mais en disant mais qui c'est celui-là, d'où il sort, voilà. Et puis petit à petit, j'ai fait mon petit trou, j'ai développé un projet que les élus de l'époque ont bien voulu valider et me donner les moyens de le développer, quoi. Donc c'est une super aventure parce que j'ai pas l'impression que j'ai déjà fait 11 ans. Je ne reste jamais d'habitude aussi longtemps. Toutes mes expériences professionnelles précédentes, au bout de 7-8 ans, je tournais un peu en rond et j'avais besoin de changer. Donc c'est ce que j'ai fait avant. Mais là, j'ai pas l'impression d'avoir passé ces 11 ans ici tellement ça a été riche et varié et enrichissant. Et fait de réseaux, de projets, voilà, de gestion de site. Voilà, on se passionne pour ce métier. D'accord, très, très beau parcours, bien riche et dans lequel, dans un monde en tout cas dans lequel vous avez su faire votre place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment clé qui a marqué un tournant dans votre parcours professionnel ? Un moment clé, alors c'est pas un moment positif. C'est un moment qui est assez... je me suis rendu compte, et malheureusement l'actualité du moment me laisse penser que j'avais pas vraiment tort sur le moment. C'est que je me suis rendu compte en travaillant pendant toutes ces années dans l'agriculture classique que l'agriculture classique ne vit que de crises. J'ai vécu plein de crises. La vache folle, la fièvre catarrhale, la langue bleue. Et je me rends compte que finalement, et d'autres, je ne vais pas toutes vous parler de toutes les crises agricoles. Voilà, la grippe aviaire, il y en a plein, qui sont sanitaires ou pas que sanitaires. Et qui sont aussi, pour certaines, des problématiques de filière, de traçabilité et autres. J'ai vécu, moi, toutes ces périodes-là, toutes ces crises agricoles. Et honnêtement, j'avais vraiment envie de sortir parce que je me disais que ça n'allait jamais s'arrêter. Et malheureusement, l'actualité du moment, on voit, il y a de la fièvre catarrhale qui explose partout. Il y a des crises agricoles à répétition. Il y a même des agriculteurs qui ont mis des panneaux à l'envers il n'y a pas longtemps parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Ils ont des fermes de plus en plus grandes. Les coopératives agricoles sont des mastodontes, des multinationales, voilà, qui embauchent des milliers et des milliers de personnes. Je ne suis pas contre, c'est la réalité de la vie. Et en fait, c'est plus cette actualité-là qui m'a fait dire que ce monde du cheval, qui est quand même un monde très particulier, il est un peu en dehors du temps. Et en arrivant ici, j'ai perdu cette notion de cette urgence permanente de résultats, de crise. Qu'on vit dans le monde agroalimentaire parce que c'est un monde de business et en fait voilà, c'est plutôt ça, cette rupture-là qui a fait que je me suis dit mais pourquoi je m'évertue à rester dans cette filière qui m'apporte beaucoup pas de souffrance, mais quand même, parce que quand vous avez des crises, vous vivez des crises avec des agriculteurs qui n'en vivent pas de leur métier et que vous voyez pas le jour, quoi, et il n'y a toujours pas de solution. Je lisais encore ce matin dans Ouest France les organisations de producteurs en lait qui essaient de se battre pour le prix du litre de lait alors qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ils devraient être en position de force, on a tous besoin de manger. Donc pour moi c'est pas très positif de dire des choses pareilles, puisque s'il y a des jeunes qui m'entendent, faut pas les décourager d'aller dans les filières. Mais j'ai découvert dans cette filière équine un monde à part, un monde fermé,
alors ça aussi, c'est l'aspect négatif, hein, c'est un monde très fermé, qui vit sur des modèles économiques qui sont complètement différents. On pourrait même se poser la question de la notion de modèle économique, puisqu'en fait, on a une telle variété d'intervenants et de schémas économiques que les gens qui ne connaissent pas cette filière-là ne peuvent pas s'imaginer ça, ou alors ont des images ou des idées conçues qui sont souvent fausses d'ailleurs. Et quand je suis arrivé là, donc j'ai perdu cette notion pas de rentabilité, mais d'obligation et de flux permanent, de crise. Heureusement, le cheval a moins de maladies transmissibles. La majeure partie des maladies transmissibles de mon ancienne époque, c'était plutôt des métrites ou des artérites virales. L'insémination artificielle dans pas mal de races fait qu'il y a quand même moins de soucis par rapport à ça. Donc on a effectivement des épisodes de rhino ou autres qui arrivent régulièrement. Enfin, par rapport à ce que connaissent ces filières agricoles classiques, je peux vous assurer que c'est rien, quoi. Et donc cette rupture-là, et puis en plus j'ai vécu personnellement une autre rupture assez forte, puisque l'entreprise dans laquelle je travaillais a vécu une crise majeure à l'époque où j'y étais. Alors j'y étais pour rien parce que c'était pas du tout mon domaine, mais l'entreprise dans laquelle j'étais a été la source d'une crise sanitaire très forte. Je répéterai pas, c'était une autre époque, c'était l'affaire Spanghero, de la viande de cheval. Donc c'était mon entreprise qui était à l'origine de ce scandale. C'était peut-être le scandale de trop d'ailleurs dans cette filière. Bon, je dis pas qu'elle est toute pourrie cette filière, c'est pas vrai, hein, mais il y a quelques, comme dans tout d'ailleurs, il y a quelques canards boiteux ou quelques gens un peu scrupuleux. Et je veux pas dire que ça m'a dégoûté, mais quand même. Voilà. Et j'ai découvert dans cette filière équine beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus voilà, une filière non économique qui fait que voilà, on ne parle pas toujours d'argent, même s'il y a de l'argent qui circule dans cette filière et qu'il faut bien les vendre, les chevaux c'est la base, mais c'est complètement différent. Voilà, le commerce est différent, la production est différente, le rythme de production est différent. Une vache qui ne fait pas un veau, elle ne fait pas une deuxième année, hein. Une jument qui ne fait pas un poulain tous les ans, on va dire que c'est même mieux pour elle, ça lui laisse le temps. Donc on n'a pas les mêmes critères. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai découvert en étant en rupture avec cette filière agricole qui m'a quand même fait beaucoup souffrir, même personnellement et physiquement. Je crois qu'il y a beaucoup de cadres dans cette filière agroalimentaire ou agricole qui ont pu vivre difficilement toutes ces crises sanitaires ou autres. Et donc j'ai découvert dans cette filière équine voilà, une autre approche qui correspondait plus à mes aspirations aussi. Et puis comme c'était ma passion, c'était plus facile, quoi. D'accord, oui, donc finalement, ça c'est ce qu'on répète quand même assez souvent aux gens, que c'est pas parce qu'il vous arrive des événements difficiles, voire très difficiles, que vous pouvez pas rebondir et du coup poursuivre une carrière, une belle carrière en tout cas comme vous aujourd'hui. Quelle a été votre plus grande source d'inspiration ou de soutien dans votre ascension professionnelle ? Alors soutien, j'ai du mal à trouver. Inspiration, je dirais que justement je vais reciter ce fameux directeur des haras qui s'appelait Bruno Pourchet, qui est en retraite maintenant, qui est un personnage haut en couleur des haras de l'époque, qui considérait que tout était toujours possible. En fait, il travaillait pour l'administration française, il était directeur d'un haras national, avec toutes les lourdeurs que ça implique de l'administration et de la fonction publique. Et il arrivait pour autant à développer des projets, puisque c'est ce personnage-là qui a inventé un truc extraordinaire qui s'appelle la route du poisson, qui est une course de chevaux de trait entre Boulogne-sur-Mer et Paris. Donc moi j'ai fait les premières éditions, puisqu'il m'a confié l'organisation de ces événements-là. Et finalement, donc, ça a été hyper inspirant parce qu'il m'a permis de considérer que c'était possible, qu'on pouvait, malgré la lourdeur de la fonction publique, faire de l'événementiel, organiser des choses, mettre des gens en commun sur un projet commun, sur du collectif. C'est extraordinaire, hein. J'invite tous ceux qui ont pu vivre ou qui aimeraient vivre ça. Alors, évidemment, c'est un monde très particulier, le monde des chevaux de trait et autres que je ne connaissais pas non plus à l'époque. C'est génial, des projets collectifs comme ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment des sources d'inspiration. Moi, je pars du principe que tout est toujours possible. J'ai plutôt tendance, et je crois que c'est comme ça un petit peu que je suis perçu dans cette filière,
Je ne dis jamais non, par principe. Je suis plutôt toujours dans l'esprit de dire on étudie, de voir si on peut. C'est un état d'esprit. Je pense que c'est un état d'esprit plus général. Alors je ne veux pas dire, on va regarder de façon plus large en disant c'est un état d'esprit français ou anglo-saxon. Je ne veux pas dire que j'ai pas un état d'esprit français, mais quand même, on peut regarder les choses de façon positive. Je ne veux pas faire de parallèle avec ce qu'on vient de vivre et ces Jeux Olympiques extraordinaires qui ont été organisés par la France et qui ont été un honneur dans le monde entier. Le monde entier considère que la France est un pays formidable, fait de gens passionnés, qui se sont passionnés pendant 15 jours pour des athlètes, avec une capitale extraordinaire, une des plus belles villes du monde, où on a organisé du beach volley sous la Tour Eiffel ou de l'escrime au Grand Palais. Enfin bon, je peux rentrer dans tous ces détails, ou de l'équitation à Versailles. On est capable, nous Français, de faire des choses formidables. Et de regarder les choses de façon positive. Et de dire oui, c'est possible, oui, on peut. Pour revenir sur cette question, c'est plutôt ces gens-là qui m'inspirent. Les gens qui disent oui, c'est possible. Plutôt que toujours un peu ah bah non, on peut pas, ah bah non, si, oh bah non, on n'a pas les budgets, ah bah non, c'est trop pour nous, bah non, bah non, bah non. Le oh bah non, moi ça me va pas du tout, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Et je crois que c'est un petit peu ce qui me caractérise et c'est un peu ça les inspirations que j'essaie de ressortir sur ce fait-là, de dire on étudie, on regarde et on se donne les moyens de savoir si c'est possible ou pas de mener à bien ces projets. Il fallait être un peu fou de prendre ce poste-là quand je suis arrivé ici. Je ne me suis pas rendu compte de tout, mais justement, je crois que cet état d'esprit-là, de dire on voit, on avance, on essaie de faire un projet collectif où toute la filière se retrouve, c'est cet état d'esprit-là qui a certainement fait que la mayonnaise a pris. Avec les cavaliers, avec les éleveurs, avec les associations, avec tous les gens qui tournent aujourd'hui, qui gravitent autour du pôle de Saint-Lô et les institutions de la filière. Je crois que c'est cet état d'esprit-là qui fait que, c'est ce qu'on dit, quoi. On peut, moi, on peut me parler, on peut m'évoquer les choses et on peut avancer, quoi. Alors, des fois, je dis pas toujours oui, parce que il y a des règles. J'ai aussi des instructions qui me sont données par mon conseil d'administration et mes élus. Donc, il faut évidemment faire valider les choses. Mais je reste dans cet état d'esprit hyper positif. Et je suis très content que ces Jeux Olympiques aient pu montrer cet aspect-là de notre pays, qui malheureusement on ne voit pas toujours. Je ne veux pas en rajouter plus sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir les choses de façon positive et mener des projets dont on est fier. Il faut savoir le dire. Moi, je n'ai pas participé aux Jeux Olympiques, mais qu'est-ce que je suis fier d'avoir été le pays qui a organisé les plus beaux Jeux Olympiques qu'on ait pu faire. Allez, on va être un peu chauvin aussi. Donc c'est un peu ça, l'état d'esprit et les inspirations que je peux avoir, c'est les gens qui considèrent que c'est possible. Mais plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous nous parliez tout à l'heure des gens qui vous ont vu arriver un peu comme un ovni quand vous êtes arrivé ici au Pôle hippique. Comment est-ce que vous avez surmonté les préjugés ou les défis financiers, s'il y en a eu, pour réussir dans ce milieu ? Alors les préjugés, il y en avait plein, parce que mais ils n'arrivaient pas à trouver. Je n'ai pas d'histoire, moi, ici. Il fallait chercher loin. Vous n'avez pas d'histoire. C'est ça qui est souvent un peu ces problèmes des gens de cette filière, c'est qu'ils ont des histoires. Il y a eu des histoires dans le passé où ils ont des histoires personnelles parce qu'ils sont impliqués dans la filière. Je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai une certaine tendance à foncer et avancer. Il s'est dit des choses, certainement. Il doit se dire des choses sur moi. Imagine encore. Je ne vais pas dire que je m'en fous, mais si on commence à regarder, si on commence à se dire oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, bah on fait rien. Donc non, moi je m'arrête pas à ça. Justement, je pense que c'est ça qui a fait que il y a une certaine forme de reconnaissance. Dans mon métier précédent, je travaillais au contact des éleveurs, de la filière. J'ai toujours été sur des métiers de réseau. Et un réseau, ça se construit. Alors évidemment, il faut avoir une certaine crédibilité, il faut avoir un certain charisme, un état d'esprit pour pouvoir construire ce réseau-là. Mais je pense pouvoir dire que tout le monde peut me parler, quoi. Je ne suis pas inaccessible, je suis pas, ou je suis relativement ouvert. Je n'ai pas d'a priori sur les gens, je ne pense pas en tout cas. Il faudra me le dire si j'en ai trop. Peut-être à force, il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas, heureusement, parce que c'est tout le monde... Ça ne marche pas, ça. C'est quand on fait rien que tout le monde nous aime. Donc évidemment, j'ai des gens qui doivent certainement considérer que il
Ils considèrent que je ne fais pas bien mon métier, ou en tout cas que je ne rends pas les services que je dois rendre, ou en tout cas je ne fais pas ce que je devrais faire, si, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, ça me paraît important de me dire que j'ai réussi à mettre des gens en commun. Je suis finalement juste une certaine forme de mayonnaise. Parce que le problème dans cette filière qui est tellement diverse, c'est qu'il y a des vrais problèmes de communication et des vrais problèmes de gens qui ont des a priori les uns sur les autres et de gens qui ont des œillères. On va utiliser les termes de notre filière, hein, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des œillères. C'est hallucinant de voir qu'au sein même d'une même race, en fonction de l'utilisation du cheval, les gens ne se parlent pas. Citer le cheval arabe, celui qui fait de l'arabe de show et de l'endurance, c'est deux mondes complètement. On sort de ce contexte-là, on se dit mais ils sont fous ces gens-là, de considérer que c'est deux mondes à part. Et justement, le fait de ne pas tomber dans ces séparations où le pur sang anglais contre le trotteur, ou le sel français contre l'anglo, enfin, on est dans des débats qui sont quand même des débats un petit peu. Faut prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et le fait de ne pas avoir ces a priori-là, de considérer que toutes les races ont leur place. Moi, je suis désolé, mais je considère autant le com normand que le sel français, ou le trotteur, ou le pur sang. Il n'y a aucune hiérarchie dans tout ça. Tout est possible pour tout le monde. Le fait de ne pas avoir d'a priori sur ça fait que y a plein de projets qu'on puisse créer. Et plein de sujets qu'on puisse monter. Les poneys. Mais c'est fou. On n'a pas utilisé le mot racisme, mais on n'est pas loin quand même. Ma race est meilleure que l'autre, quoi. Bon, race de chevaux, on parle. Je reste dans un monde équin. Et il faut prendre de la hauteur par rapport à cette filière, parce qu'elle a justement trop tendance à rester ancrée dans ces petites certitudes. Je cite le cheval arabe parce que je connais peut-être encore moins cette filière. Elle est assez peu présente ici sur Saint-Lô. Mais voilà, je pense qu'il y a effectivement une problématique de gens qui sont trop sur leur prisme, sur la guéguerre des races et sur le fait de défendre leur petit précaré. Et j'ai eu peut-être cette chance-là, justement, d'avoir cette hauteur-là et cette capacité à ne pas rentrer dans ces débats. Je préfère telle race à telle race, ou telle discipline à telle discipline. J'aime bien le horseball, j'ai découvert aussi ça, le CSO, voilà, j'ai aussi appris à découvrir cet univers-là, l'attelage avec les chevaux de trait ou autre. Enfin bon, moi j'ai aucun a priori, tout me passionne, donc je crois que c'est ça qui a fait que ça a été plus facile. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que moi j'ai travaillé, comme j'ai dit, dans des coopératives agricoles. Donc je crois avoir toujours eu cet aspect collectif. Et pas individualiste. Pour autant, je suis issu d'un monde relativement individualiste. Toute ma famille était marchand de vaches, négociant en bestiaux, donc on ne peut pas faire plus individualiste comme métier. C'est pas très collectif ça comme métier. Mais moi, j'ai passé ma carrière dans des structures collectives. Et je suis assez fier aujourd'hui de dire que justement, oui, le Polypic est une structure publique, avec des fonds publics, mais qui a une image positive. J'espère en tout cas qu'elle l'a. Parce qu'on a souvent tendance à pas séparer, mais à mettre en opposition le privé et le public. Voilà. Et j'ai tendance à penser que justement, c'est plutôt le public au service du privé. Et je crois que ce que j'ai mis en place ici sur Saint-Lô, c'est un petit peu ça l'idée. C'est de dire, on a des structures publiques, parce que gérer un pôle comme ça, c'est tellement énorme. Une structure privée, ils pouvaient à l'époque, les éleveurs cavaliers pouvaient reprendre le haras sous la forme d'une coopérative plutôt que le service public de collectivité puisse le faire. Ça s'est pas fait, et moi je trouve que finalement je suis assez fier de dire ça, que ça reste un service public au service du privé. Et j'aurais plutôt tendance à penser que même les plus récalcitrants aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui sont récalcitrants et qui considèrent que le public c'est l'horreur, considèrent que finalement on peut faire du public et ça peut servir. J'utilise beaucoup cet effet levier. 1 euro d'argent public dépensé, ça fait combien d'euros gagnés dans la filière privée? Et moi, c'est un des préceptes que j'ai eu dès le départ. Chacun reste à sa place. Je gère des fonds publics. J'ai des élus qui me donnent une feuille de route et qui me donnent les projets, la stratégie à développer, à mettre en place. Mais j'ai toujours en tête l'idée qu'il y a des gens qui en vivent de cette filière-là et que c'est à leur service.
Et ça, je pense, c'est ce qui a fait la réussite. Parce que c'est quand même une erreur majeure d'avoir supprimé les rats nationaux. C'était une force énorme qui a développé nos races, qui a développé notre filière équine dans le monde entier. Heureusement qu'on a eu les rats nationaux. On les a détruits. J'en ai pas fait partie, j'étais pas là à l'époque où ça a été fait. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on le regrette, mais que ces pôles-là, c'est un petit peu ce retour-là du public au service du privé. Alors certainement qu'à l'époque, est-ce que les rats nationaux étaient toujours au service du privé? Bon, je vais mettre un point d'interrogation, je vais me permettre de ne pas répondre à cette question. On doit garder ça en tête, le public au service du privé. Et ça, moi je m'y retrouve bien là-dedans, dans cet esprit-là très collectif. Et on ne me prend pas pour un fonctionnaire, je pense, en tout cas, j'espère. Oui, donc avoir une ouverture d'esprit, ça reste effectivement très, très important, que ce soit dans la filière ou pour ce lien entre effectivement privé et public. Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices pour atteindre votre position actuelle ? Le premier des sacrifices, c'est effectivement... j'évite de le faire, mais c'est le temps privé, le temps disponible. 180 jours de concours par an, c'est relativement conséquent. Saint-Lô est considéré comme un pôle qui fonctionne et qui a beaucoup d'événements. Je suis très mobilisé et moi j'ai une façon de fonctionner. J'ai un management qui est complètement un management participatif. Je pars du principe que je fais et que j'embarque les gens avec moi. Et je ne suis pas celui qui dit il faut que, il y a qu'à, faut qu'on, allez-y, moi je vous regarde. Enfin, je ne pense pas être comme ça en tout cas. Je ne crois pas. Et ça oblige une énergie de tous les jours. Et évidemment, c'est des sacrifices parce que des fois, certains week-ends, j'aimerais bien voir mes amis, ma famille, et voir mon fils jouer au foot. Je peux pas parce que j'ai un concours, voilà, et évidemment je peux pas partir parce qu'il faut que je sois là. Donc oui, c'est des sacrifices, alors je les accepte bien évidemment. Prenant ce poste-là, on accepte ça. Travailler dans l'événementiel et dans le cheval, ce sont des contraintes. Travailler sur un site comme celui-là, classé monument historique, avec 250 chevaux en permanence, un public nombreux, etc., c'est aussi voilà, beaucoup de temps à y consacrer. Donc ouais, les sacrifices, c'est plutôt le temps passé. C'est pour ça que je n'ai pas vu ces 10 ou 11 années passées, c'est évident. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ou en tout cas, ils ne veulent plus... la notion de le travail n'est plus une notion importante ou forte pour eux. Chacun le fait à sa façon, à son rythme. Et moi, je pense que à partir du moment où on est motivé, j'ai une équipe, alors il y a des gens plus ou moins jeunes, mais il y a des jeunes dans mon équipe qui sont complètement passionnés, à fond dans leur travail. Quand ils y sont, ils y sont. Ils ont des plages de récupération, bien évidemment, mais quand ils y sont, ils y sont. Et moi, je m'inscris en faux de dire les nouveaux, les jeunes et tout ça, ils veulent plus travailler. C'est faux. C'est complètement faux. C'est qu'on ne sait peut-être pas non plus les manager comme il faut ou voir leurs aspirations à eux, qui ne sont pas les mêmes que celles de notre génération d'avant, et qu'il faut savoir le respecter. Moi, je respecte complètement la nouvelle génération et j'essaie de la comprendre et de m'adapter. Mais ouais, le mot sacrifice est peut-être un peu fort parce que finalement, j'accepte de passer ce temps-là. Ce qui est plus embêtant, et ça, je pense pas être le seul à le dire, les personnes qui occupent les mêmes postes que moi diront la même chose. On est quand même un peu irremplaçable. Et ça, c'est quand même problématique. Ce qui fait que comme tout est concentré sur nous, et en tout cas, on est très présent au quotidien sur les décisions et sur l'action à mettre en place, on se rend vite indispensable. C'est peut-être un petit peu de mes défauts aussi d'être indispensable, de me rendre indispensable, parce que le jour où vous avez un pépin, où vous ne pouvez plus, où vous avez une maladie, un truc, quelque chose qui arrive, là il y a un problème. Et ça, personne ne doit être irremplaçable. C'est un peu l'envers du décor, ou en tout cas le défaut de la qualité. C'est bien d'être hyper impliqué, mais la difficulté, c'est que vous êtes difficilement remplaçable, ou en tout cas, voilà, ça nécessite que même quand ça va pas, vous êtes là quand même parce qu'il n'y a personne qui peut vous remplacer. Donc on donne beaucoup de sa personne. Il faut toujours faire attention de se garder des plages, de se garder... moi je fais du sport, j'aime bien courir.
Ça me permet d'avoir mon cerveau qui pense à autre chose ou en tout cas qui se déconnecte. C'est essentiel d'avoir le cerveau qui se déconnecte et je crois que c'est un sujet qui est très à la mode chez les managers aujourd'hui. Il y a même des pays, je crois que c'est en Australie, qui a passé une loi qui interdit aux gens d'ouvrir leur mail le week-end. Au cadre d'ouvrir leur mail le week-end, enfin quand ils ne sont pas sur leur heure de travail, parce qu'on est complètement obnubilé à vouloir ouvrir son téléphone, puisque maintenant on a accès à toute la communication à tout moment. On a ces smartphones qui nous collent à la patte tout le temps. Et on a toujours envie de les ouvrir et toujours envie de voir ce qui se passe. Je pense que c'est important d'avoir des moments de déconnexion. Et sinon, on ne pourrait pas tenir dans le temps. Il faut vraiment avoir ces moments de déconnexion et pouvoir avoir d'autres passions. Moi, il y a d'autres choses que j'aime dans ma vie privée. Alors c'est quand même beaucoup le cheval, hein, mais ça reste quand même essentiel. Et c'est pas du tout une honte de dire ah là là, bah, j'ai pas regardé mes mails aujourd'hui, enfin un samedi quoi, stop quoi, ça va. S'il y a des choses importantes, ça arrivera toujours. Avec mon expérience, j'ai compris que finalement, si on n'est pas à la seconde près sur son truc, on arrive quand même et les problèmes ils arrivent, ou en tout cas les sujets ils arrivent quand même un jour assez vite. Donc faut savoir se déconnecter, faut savoir faire la part des choses, se protéger. C'est pour ça que j'ai tendance à éviter les moments conviviaux ou autres, d'être trop dedans toujours, parce que c'est très sollicité hein, dans la filière, hein, c'est très convivial comme la filière équine. Il y a quand même beaucoup de moments comme ça. J'essaie d'être raisonnable sur ces aspects-là parce que justement, je ne veux pas y passer non plus tout mon temps privé et avoir que des amis dans la filière équine. Donc c'est important aussi d'avoir son réseau personnel avec des gens qui vous parlent d'autre chose, quoi. Parce que sinon, on s'en sort plus. Hein. Alors, vous parliez tout à l'heure donc, de cette nouvelle génération qui appréhende le monde du travail un peu différemment. Mais bon, ça, là, cette question, c'est aussi valable d'ailleurs pour les moins jeunes. Mais quels conseils donneriez-vous à ceux qui débutent dans la filière et qui pourraient ne pas avoir de ressources importantes ou qui n'auraient pas de réseau établi avant de se lancer ? Ouais, alors ça c'est compliqué. C'est compliqué particulièrement dans ces filières qui sont des petites filières très renfermées sur elles-mêmes. Quand vous venez de l'extérieur, pour rentrer dans ces filières-là, c'est extrêmement compliqué. Alors ça l'a déjà été pour moi, alors j'étais déjà expérimenté. Pour un jeune qui arrive dans le milieu, c'est encore plus compliqué. Il n'empêche que l'autre élément, oui c'est un monde fermé, mais quand on arrive à y rentrer et à y montrer qu'on a des compétences ou en tout cas qu'on sert à quelque chose, on arrive à trouver sa place. Moi, je vais citer un cas précis personnel d'une amie qui est venue me voir il y a quelques temps, qui est pas du tout qui est de Saint-Lô, mais qui est pas du tout du milieu de la filière équine, dont le fils avait certainement pas beaucoup d'aspirations pour l'école, mais avait des aspirations d'animalier. Elle le sentait aimer s'occuper des animaux. Et au cours d'une discussion privée un soir, elle me dit bah, tu connais pas, il aimerait bien travailler dans des zoos parce qu'il aime bien les animaux. Et puis il a vu l'émission, je sais pas quelle émission c'est, mais où on s'occupe des animaux sauvages dans des zoos. Ça existe ça, il y a des émissions comme ça. Il y en a sur le cheval maintenant aussi, c'est comme ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi il y a plein de postes de palefrenier ou d'animalier dans le cheval? Il n'a jamais vu un cheval de sa vie, sa mère non plus, c'est pas du tout leur univers. Je dis, mais il y a effectivement plein de postes d'animalier dans la filière équine, de soins aux chevaux, même s'il ne connaît pas. Justement, il y a tellement un déficit de personnel sur cette partie-là que peut-être qu'il va commencer dans le cheval et que demain il trouvera un poste aux autres champs prépus ou je ne sais où. Parce qu'il est plus intéressé par les girafes et les éléphants. Mais peu importe. Et en fait, je lui ai donné les clés des formations, parce que c'est aussi ça la problématique. D'ailleurs, un vrai sujet aussi. Hein, je ne vais pas renvoyer sur Equiresources et les organismes de formation divers et variés de la filière, mais il y a certainement un problème de communication auprès du public qui n'est pas du tout averti sur la filière équine et ses différentes possibilités.
Et donc, bah, ce jeune-là, voilà, j'ai ouvert quelques portes, comme je connaissais le directeur d'une maison familiale, je me suis permis de l'appeler, il est allé faire une visite là-bas, je lui ai trouvé un maître de stage en local, parce que c'est pas très compliqué sur Saint-Lô à trouver des maîtres de stage, ils sont tous demandeurs. Et puis finalement, bah, je crois que ça fait 3 ans qu'il est là-dedans. Il a fait son BP palefrenier, soigneur. Il est passionné. Il n'est pas plus passionné de chevaux que ça. Il est passionné par le côté animalier. Soins aux chevaux, que ce soit un cheval, une vache, un éléphant, une girafe. Je crois qu'il s'y retrouve. En fait, il a besoin de contact avec l'animal. Alors, le cheval est un animal intelligent, donc c'est encore mieux. Et puis qui accepte cette relation proche avec l'homme. Une vache, c'est un peu moins facile. Le côté animalier est un peu plus rude, souvent. Je connais pas les éléphants, mais je citerai plutôt les autres espèces. Et finalement, ce jeune-là, eh ben, il a trouvé sa voie. Alors peut-être que demain, il va faire autre chose. C'est pas un cas unique. Je voudrais juste dire que c'est pas un cas unique, ça ne doit pas être un cas unique. Je sais que il y a pas mal de formations qui cherchent en dehors du monde du cheval. La FASEC notamment, qui essaie d'aller recruter dans d'autres créneaux, et qui fait une 4e maintenant, enfin je connais bien le directeur de la FASEC de Grain notamment, il me parlait de ça, une 4e généraliste qui permet à des jeunes assez tôt de se rendre compte de ce que c'est que ces métiers-là autour de la filière équine. Voilà, je pense que ça a le mérite de... Faut les intégrer, il faut accepter les stages de 3e, les stages de seconde maintenant, parce que ça y est, c'est très bien. C'est hyper contraignant, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est un grand plaisir d'accueillir des 3e et des secondes, parce qu'on en a des quantités relativement conséquentes ici à Saint-Lô, voire même des services nationaux, les SNU, là, les services civiques, parce qu'on a un centre équestre à gérer aussi. Mais dans la mesure du possible, je dis toujours oui. Il faut surtout ne pas, il faut que les jeunes se rendent compte de ce que c'est que les métiers. Je citerai même des fois, sur certains stages de 3e, des jeunes qui ont pu exprimer le fait, ils nous regardaient travailler entre collègues au bureau, on parlait même pas de chevaux, enfin on parlait de chevaux mais on n'était pas avec des chevaux, trouvaient que nos échanges professionnels étaient rudes ou conflictuels. Un jeune m'a sorti ça, me dit c'est dur ce que vous dites. Pas du tout, hein, on parlait entre collègues normalement, il n'y avait aucun... Mais il y a un tel écart de la perception qu'ils peuvent avoir de ce que c'est que le monde professionnel. Qu'est-ce que ça leur fait du bien de se rendre compte de ça, de se retrouver dans une situation où ils voient les choses, où ils se rendent compte de tout ça. Et je dirais que, faire le vieux en disant ça, mais j'ai pas pu profiter de ça moi quand j'étais jeune parce que ça n'existait pas, ces stages-là. Alors je l'ai fait parce que j'avais envie d'être veto, et le veto qui venait chez mes parents, je lui ai dit écoutez, j'ai envie de faire votre métier, vous pouvez pas me prendre dans votre voiture et puis je fais une tournée avec vous. Mais ça, c'est ma propre initiative, mais à l'époque ça n'existait pas les stages, donc je trouve ça très bien. Et je dirais que moi je dis toujours oui à tous les jeunes qui me sollicitent. Parce que si nous, on n'est pas capable de bien parler de notre métier, parce que c'est ça le pire, hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les recruter non plus, hein. Oh là là, c'est dur. Oh là là, il y a des heures. Oh là là, c'est pas payé. Oh là là, il n'y a pas de reconnaissance. Si on commence à leur dire ça, comment voulez-vous qu'on les intéresse à nos métiers? L'autre élément aussi, c'est qu'il faut effectivement respecter des nouvelles normes de leur génération. Ils ne sont pas dévoués corps et âme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à leur métier. Ils ont d'autres aspirations dans la vie. Il faut savoir l'accepter. On peut s'organiser différemment. Si on ne l'accepte pas, effectivement, on ne va pas y arriver. Il y a une certaine forme aussi de termes qu'on aujourd'hui, certains peut-être oublient un peu, c'est la bienveillance. Crier sur les gens et sur les jeunes parce qu'ils ont mal fait un truc, c'est pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes pour qu'ils comprennent l'erreur qu'il a fait et qu'il la renouvelle pas. J'ai un peu tendance à penser que j'entends souvent des gens crier comme ça sur des jeunes parce qu'ils ont mal fait leur travail ou pas les respecter. C'est une erreur majeure, quoi. C'est une erreur majeure. Donc oui, il faut savoir les intéresser. Oui, il faut savoir les comprendre qu'ils sont pas comme nous, qu'ils aspirent à autre chose. Et quand on arrive à les écouter, à les orienter vers les bonnes filières, finalement, on se retrouve avec des gens qui ont des compétences et qui ont des envies et qui sont des super jeunes. Et voilà, il y en a plein. Voilà. Donc moi, je suis complètement persuadé que la filière a tout à y gagner.
à arrêter de considérer que voilà, le personnel est dévoué corps et âme et n'a rien à dire. Et souvent, c'est un peu aussi ma façon de manager. J'explique beaucoup les choses aux gens qui travaillent avec moi. Pourquoi je prends ces décisions, pourquoi voilà, j'oriente vers ça, pourquoi ci, pourquoi ça, de donner des explications de comment on fait notre métier. C'est aussi l'occasion de mieux comprendre et de mieux l'accepter. Parce que quand on se retrouve avec des prises de décision qui peuvent des fois être contraignantes pour certaines personnes, mais si elles comprennent pourquoi on a pris ces décisions-là, bah, c'est bien plus facile de les faire passer que de dire bah, tu te tais et tu fais ça. Voilà, tout le monde a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses et je pense que c'est essentiel. On ne prend pas toujours ce temps-là parce qu'on est sur des métiers qui sont très chronophages et on ne prend pas toujours le temps de le faire. Mais moi, je suis persuadé que voilà, on a une ressource importante, qu'on a la chance d'être dans un métier qui est aimé par plein de jeunes. Et ça, il y a plein de domaines professionnels qui n'ont pas ça et qu'on a une longueur d'avance sur ça. L'appétence du cheval fait que on aura toujours la chance d'avoir des jeunes qui s'intéressent à nos métiers. À nous de ne pas les faire partir en courant, malheureusement, parce que c'est souvent le cas. À nous de nous remettre en question. Moi, je loue l'initiative du Conseil des chevaux de développer un nouveau label bien-être au travail. C'est pour moi essentiel parce que c'est comme ça qu'on va arriver à intéresser et convaincre les jeunes de rentrer dans nos métiers. Et puis d'eux-mêmes, ils vont le faire le boulot. Parce qu'ils vont avoir envie, parce qu'ils vont avoir conscience, parce qu'ils vont s'y mettre. Ils vont prendre de l'âge. Voilà, donc moi je suis confiant et je pense que voilà, il y a certainement des choses à changer, mais restons ouverts. Alors c'est pour ça que je me suis inscrit, enfin on m'a proposé à l'agence régionale d'orientation de faire partie de, je sais plus comment ils utilisent le terme. Les ambassadeurs, non, d'ambassadeurs, oui. voilà, ambassadeurs métier. Et je me retrouve à faire des visios avec plein de troisièmes qui sont derrière leur écran, où on me pose des questions sur mon métier, la filière, voilà. Donc moi j'accepte ça. Je vais même lancer un appel. Ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui fassent comme moi, que je ne sois pas tout seul, parce que j'ai un peu l'impression des fois on n'est pas très nombreux. Je crois qu'on a un ambassadeur métier cheval. J'en vois pas beaucoup sur l'agence d'orientation. C'est essentiel de parler de notre métier. Voilà. Et d'en parler positivement. Parce que c'est ça qui les intéresse. Alors, ils ne vont pas tous devenir directeurs de polypique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes là-dessus. Mais voilà, plutôt intéressés, motivés. Mais c'est ce que je fais dans tous les jours dans le management, quoi. Avec les jeunes aussi qui sont intéressés par ces métiers-là. Je pense qu'il faut savoir les orienter correctement, positiver avec eux. Parce que de toute façon, à un moment, ils vont bien se rendre compte qu'il faut quand même gagner sa vie. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et qu'ils vont accepter de toute façon un métier, même s'ils sont un peu plus volatiles, ils ont moins envie d'avoir des CDI. C'est pas grave, de toute façon, on ne garde pas son métier toute sa vie. Hein. Moi, je serais mal placé pour dire le contraire, puisque j'ai changé quand même pas mal de fois. Donc il faut surtout changer d'expérience. Aller voir ailleurs. Et je pense que tous ces jeunes-là, voilà, on a la chance d'avoir quand même de nombreuses formations dans la filière, notamment en Normandie, d'avoir plein d'élevages, plein de structures équestres qui sont capables de les accueillir. Donc moi, je suis pas inquiet. Et je pense qu'effectivement, le renouvellement se fait relativement facilement. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Comment est-ce que vous percevez le succès aujourd'hui par rapport à vos débuts ? Bah, l'expérience, évidemment, ça aide. Je sens les choses. Parce que quand vous êtes plus jeune, vous les sentez pas, vous les prenez en pleine face. Et c'est là que vous dites, oh là là, j'aurais dû faire attention. La chance qu'on a quand on a, comme moi, une certaine expérience, c'est qu'on les voit venir, les choses. Et on anticipe, et ça c'est un élément, si je peux ressortir un élément fort, l'anticipation. Toujours penser au coup d'après. Rien n'est jamais acquis. Et quand vous pensez au coup d'après, vous le prenez moins dans la tronche quand il arrive. Ça c'est essentiel. Et je pense que c'est un petit peu... surtout dans nos métiers de manager, si on ne pense pas au coup d'après, si on n'est pas toujours en train de se remettre en question, on a fait un super événement, c'est génial,
Voilà, tout le monde est content. Julien Epaillard a gagné le concours, comme d'habitude, c'est souvent le cas à Saint-Lô. Si on ne se dit pas, mais qu'est-ce qui n'a pas été, attention, comment ça va évoluer, nos associations d'organisateurs qui vieillissent. Enfin, moi, j'ai toujours plein d'interrogations. Je ne suis jamais satisfait d'un concours. Je suis toujours dans le questionnement de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Ça, je l'avais moins, évidemment, au début de ma carrière, parce qu'on n'a pas ce recul. C'est la chance d'avoir l'expérience professionnelle. C'est énorme. L'expérience professionnelle, c'est un acquis énorme. Je ne comprends pas pourquoi, en France, il y a une problématique d'embauche chez les seniors. Je ne suis pas encore dans les seniors, mais quand même, on a des gens qui ont des expériences extraordinaires, qu'on préfère laisser de côté parce qu'ils sont peut-être moins rapides, peut-être moins de facilité à s'adapter ou autre, mais ils ont une expérience extraordinaire qui fait de toute façon qu'ils vont tout de suite sentir les choses, voir, anticiper. Et ça, c'est énorme, une expérience et l'anticipation. C'est énorme. Et c'est vraiment l'aspect que je ressortirais parce que c'est ce qu'il faut avoir du pif, sentir les choses. Et ça, on y arrive toujours quand on a du pif. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez envisagé de tout abandonner? Et si oui, comment est-ce que vous avez trouvé la force de continuer? Qu'est-ce qui vous a motivé à persévérer malgré les obstacles? Justement, moi je pense être assez persévérant. C'est trop facile, quand la situation devient compliquée, de se dire c'est pas grave, je m'en vais. Moi j'ai jamais fait ça. J'ai toujours quitté un métier clean, propre, où le successeur avait aucune difficulté pour reprendre. C'est horrible de se dire je fuis. Moi, je ne suis pas dans la fuite. J'assume. Justement, je suis un manager, je suis un gestionnaire, je suis un directeur. Je suis payé pour assumer. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des crises, il y a des litiges, il y a des moments intenses ou de remise en cause relativement forts. Mais si c'est justement ce qui rassure les autres, d'avoir quelqu'un de stable et de fiable qui assume et que de toute façon, je sais pertinemment quand il y a un problème, à la fin, c'est toujours à moi de le régler s'il n'a pas été réglé avant. Et c'est ça, mon boulot, c'est de régler les problèmes. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que... alors, l'expérience fait que on vit quand même plus facilement les périodes de crise, parce qu'on prend du recul, parce qu'on on est moins tourmenté, ou en tout cas, on se remet moins en cause. Il faut beaucoup d'assurance aussi. Être sûr de ses compétences, être sûr de ses acquis, être sûr de ce qu'on fait, de la stratégie qu'on met en place. Ça aide quand même à supporter les moments difficiles où on nous remet en cause, où il y a des crises, où il y a des gens qui ne sont pas contents ou qui considèrent qu'on a mal fait les choses. Savoir aussi l'accepter, reconnaître l'erreur. C'est aussi un moyen d'aller plus loin, parce que si on est toujours bloqué en disant c'est de leur faute, moi j'ai rien fait, j'assume pas, il faut assumer. Il peut arriver que je fasse des erreurs et on les assume et on se dit comment faire pour ne pas les renouveler, ou en tout cas améliorer les choses, ou des procédures à mettre en place pour que ça ne se renouvelle pas. Donc moi, oui, les périodes de crise, et alors, dans mon rôle et dans mon profil à moi, si on n'assume pas les périodes de crise, je ne veux pas dire que je suis plus performant dans ces périodes-là, que j'aime ces périodes-là, mais il y a une certaine forme d'adrénaline. Alors c'est un peu maso de dire des choses pareilles, mais il y a une certaine forme d'adrénaline quand tout va, quand tout roule et quand tout le monde dit ça va, tout va bien. Moi, ça m'intéresse moins que quand il y a des challenges et qu'il y a des choses compliquées à régler et qu'il y a toujours des solutions à tout. Il y a toujours des solutions à tout. Oui, le président de la République va trouver un Premier ministre. J'en suis persuadé. Et donc, moi, je suis pas... j'ai appris aussi à relativiser. J'ai eu des périodes, ça m'arrive encore, où j'ai du mal à dormir la nuit, parce qu'il y a des choses dures, compliquées à gérer, à traiter, des conflits, des litiges, etc. C'est pas facile de prendre sur soi, et ça tourne dans la tête et autres. Il faut savoir prendre de la hauteur, toujours de la hauteur, du recul. Et il y a toujours des solutions. Quand on se met ça en tête, il y a toujours des solutions. Alors, on les pose sur la table. Quand on est cartésien, c'est plus pratique. Donc on pose, clac, les solutions, quelle qu'il y a comme solution, et la moins mauvaise qu'on prend, parce que des fois c'est pas la meilleure, mais c'est la moins mauvaise, et on assume, et derrière on assume, on revient pas en arrière, on assume. Je crois que c'est ce qui fait aussi que vous êtes considéré comme quelqu'un de solide et de stable, et que vous durez dans le temps. Moi je me suis jamais dit je vais quitter mon boulot parce que j'assume plus, quoi.
surtout dans mes postes à moi. Je ne prendrai pas un poste de directeur dans ces cas-là. J'assume, si je ne veux pas assumer les choses, non, on est censé assumer les choses jusqu'au bout, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres moins. Et moi, ces périodes-là, je ne veux pas dire elles me nourrissent, mais en tout cas, elles me permettent cette remise en question nécessaire. On aurait tendance un peu à se griser dans nos métiers à nous. On est un peu protégé, on est un peu dans un monde, voilà, le directeur, voilà. Voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps de se prendre des moments un peu compliqués et des remises en cause qui sont nécessaires. Parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on améliore un peu sa façon de travailler et que son action devient plus efficace. Alors j'ai une dernière petite question pour vous. Quels sont les prochains objectifs que vous fixez dans votre carrière ? Alors ça, c'est un peu compliqué. Parce que justement, je rentre dans... C'est comme le 30e kilomètre d'un marathon. J'ai jamais fait de marathon. Je n'ai pas trop envie en plus. Ça me branche pas, moi, d'aller au-delà. J'aime bien faire mes petits 10-12 kilomètres tous les week-ends, ça me va bien. Bon, je m'écarte du sujet, mais c'est un peu ça. Le mur du 30e kilomètre, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. On ne sait plus où on est. Il y a un mur à passer. Je n'ai jamais été aussi longtemps dans un métier. Donc j'arrive dans une période comme le 30e kilomètre d'un marathon. J'espère ne pas voilà, être dans une routine et toujours dans une remise en question. Alors, de toute façon, nos activités et la gestion d'un site nous obligent à toujours remettre les projets en route, en place, les investissements, toujours se remettre en cause. Mais voilà, c'est quand même une interrogation. J'ai pas de... Je trouve que le métier que je fais est un métier rare. Donc finalement, il y a très peu de postes existants comme le mien en France. J'ai construit mon poste comme d'autres. J'ai d'autres collègues, on n'est pas nombreux, hein, on va dire une quinzaine comme ça en France à avoir ces métiers-là. C'est pas beaucoup, hein, parce qu'on peut considérer qu'il y a une quinzaine de pôles hippiques aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. On se réunit régulièrement, on se parle, on s'apprécie, on échange dans nos métiers. Donc c'est des métiers qui sont très spécifiques et finalement, bah voilà, c'est des métiers qui justement ne sont pas reproductibles ailleurs. Donc les perspectives, moi je suis bien dans mon poste, je suis bien dans mon métier, j'ai toujours des projets, il y a toujours un conseil d'administration et des élus qui m'épaulent, qui m'encouragent et qui sont là pour voilà, me donner les moyens de mener à bien les actions et les projets qu'on peut avoir. S'il y a un secteur ou en tout cas un domaine dans lequel j'aimerais évoluer, bah, c'est dans tout ce qui est conseil. J'ai un petit peu dit au cours de tout cet entretien, ce qu'on attend de gens comme moi aussi, c'est de témoigner et puis d'être conseil. Alors moi j'ai eu plein puisque comme je l'ai dit aussi, Saint-Lô a été un peu pionnier dans les nouveaux pôles équestres territoriaux, structurants. L'IFCE en avait fait un peu un élément de cobaye en tout cas, puisqu'il y a eu après d'autres pôles qui se sont créés dans d'autres anciens haras nationaux, ou même pas que dans des anciens haras nationaux. Donc j'en ai beaucoup qui viennent me voir en disant est-ce que je peux témoigner d'expérience, de comment on fait et autres. Donc aller un peu plus sur des aspects de conseil, parce que moi-même, en tant que pôle hippique, quand je cherche des cabinets conseils en équin, on va vite vous les citer. Hein. On tourne tous autour des mêmes, qui ressassent un petit peu, excusez-moi d'être un peu critique, mais toujours un peu les mêmes tambouilles et les mêmes solutions, quel que soit le site, parce que ils sont tellement peu nombreux que... Donc je trouve qu'on manque d'ingénierie dans cette filière. Et l'expérience que j'ai pu cumuler ici, alors je suis pas là-dedans, moi je suis dans l'action, c'est ça qui me pose problème. J'aurais du mal à conseiller les autres sans en faire. Donc je ne sais pas encore si je suis trop prêt à ça. Ça reviendra peut-être avec dans mes vieux jours le fait d'être plus conseil, mais ouais, c'est peut-être un peu ça. C'est peut-être un peu ça l'idée, c'est d'apporter cette expérience qu'on a pu avoir ici et ces compétences d'ingénierie de projet, et structuration de pôle et de politique. J'ai jamais utilisé le terme depuis le début de l'entretien, mais il est essentiel. Moi, je ne suis pas un politique, mais je fais de la politique.
par la force des choses, parce que je travaille avec des élus, mais pas que. On fait aussi de la politique avec des associations, avec des cavaliers. Enfin voilà, c'est une façon d'être et d'appréhender les choses, tous les aspects réseau. Et ça, c'est essentiel et ça mérite aussi d'être valorisé. Parce que Dieu sait si aujourd'hui on dévalorise ces fonctions-là, elles sont nécessaires et essentielles. Et j'aurais tendance à même utiliser un terme, alors c'est pas moi qui l'ai inventé ce terme-là, on m'a cité ça. Il y a quelqu'un que je connais, ça fait très longtemps qu'il m'avait dit ça, il me dit, t'es comme un pêcheur en fait. Tu lances une ligne et t'attends que ça morde. Tu lances une perche et t'attends que ça morde, voir un peu si le projet peut avancer, s'il y a les conditions de réussite financière, logistique, etc. C'est assez fin comme analyse, je trouve. Lancer des pistes, lancer des projets, il y en a qui vont jamais au bout, hein, c'est sûr. Et on aurait besoin, dans notre filière, pour lancer ces choses-là, d'être plus accompagné. Moi, j'ai peut-être cette chance-là, justement, d'avoir cette expérience, une expérience autre, dans un autre domaine économique, agroalimentaire, qui me permet d'avoir peut-être cette double fonction d'opérationnel et aussi de conseil, ou en tout cas d'ingénierie, quoi. Mais c'est quand même un manque cruel dans notre filière, et Dieu sait si je vois des structures, des pôles qui sont perdus ou qui ont du mal à évoluer parce qu'ils n'ont pas les bons conseils, ou en tout cas ils n'existent pas. Donc peut-être que c'est un domaine sur lequel je pourrais, si organiser du concours tous les week-ends me lasse au bout d'un moment ou me fatigue trop, peut-être m'orienter vers ces aspects-là, parce que je suis persuadé qu'il y a des besoins, qu'il y a plein de possibilités dans la filière équine de faire des ponts avec d'autres domaines, avec la santé, avec l'éducation, il y a plein de sujets. Le cheval est un vecteur énorme dans plein de domaines professionnels, et que c'est malheureusement pas souvent bien exploité, et ça permet d'aller dans d'autres sujets, et il faut se donner les conditions de réussite de ça. Et moi j'ai beaucoup travaillé avec des cabinets dans mon métier agroalimentaire. C'est très facile parce que vous en avez pas mal, et qui vous donnent des concepts, des méthodes de travail, et qui vous aident et qui vous accompagnent vraiment dans vos projets et dans la restructuration, dans l'évolution de votre organisation. En est qu'un, voilà, j'aimerais bien que ça soit plus présent. Alors je suis très content, et je vais en profiter pour le dire, que le MESB, qui a malheureusement disparu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, ça va faire 2 ans qu'il a disparu, mais renaît de ses cendres avec Unilassal qui a relancé cette formation. Elle est essentielle. Il faut former des cadres dans notre filière équine. Elle est essentielle. Moi, je l'accompagnerai tant que je peux, la défendre et accompagner ce type de formation, parce que les ovnis comme moi dans la filière, il y en a quand même, voilà, c'est pas normal, quoi. Il devrait y avoir plus de cadres issus de la filière équine, formés à la filière équine. Moi, j'ai cumulé des compétences autres, et voilà, c'est tombé là comme il faut, au bon moment, au bon endroit, mais c'est un peu un coup de chance. Et je trouve que dans cette filière, on mériterait d'avoir des encadrants qui soient plus formés à notre filière. Et moi, je suis content qu'il y ait cette formation qui se remette en place pour justement apporter cette matière grise et ce savoir-faire qui soit moins empirique. Qu'est-ce qu'on travaille sur de l'empirique? Voilà. Manque de méthode, manque de méthodologie, manque de stratégie. Souvent qui est préjudiciable, hein. Parce qu'évidemment, quand on n'anticipe pas, quand on ne se pose pas la question, qu'on ne prend pas de la hauteur, on se les prend les murs, hein, ça c'est évident. La première crise, voilà, vous les prenez. Donc ouais, je pense qu'on devrait avoir on devrait développer ces compétences-là dans cette filière. Alors, peut-être moi, ou peut-être les plus jeunes, grâce à la formation du nouveau MESB. Mais en tout cas, c'est vers ça que je pense il faut aller dans notre filière pour qu'elle continue d'exister. Moi, j'ai un peu peur. J'avoue, hein, j'ai un peu peur de son avenir, du fait de sa taille trop réduite. Une filière économique n'existe que parce qu'elle a du poids. On a la chance, comme je disais, de pouvoir surfer sur différents domaines d'activité. Le cheval est un vecteur social très important, qui en plus a une très bonne image. Alors, surfons là-dessus. Allons dans d'autres domaines.
et ça va nous permettre d'exister à l'avenir, ou en tout cas d'être reconnus et de justifier notre système à nous, les aides qu'on peut avoir, l'accompagnement public qui peut exister sur ces filières-là. C'est essentiel qu'on ait un poids économique et qu'on existe. Si on se recroqueville sur une micro-filière qui est hyper professionnelle, mais toute seule dans son petit univers, on s'en sortira pas. Donc moi, c'est pour ça que je suis toujours ouvert et j'en parle volontiers à des gens qui sont dans d'autres domaines professionnels, parce que ça me paraît essentiel. Sinon, on n'existera plus. Et le risque, c'est que demain, on nous oublie très facilement, parce que finalement, le cheval, c'est pas non plus essentiel dans la vie de tous les gens. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans cheval. Donc si on n'y tient pas garde, on risque de sortir des radars et de ne plus être soutenu, ou en tout cas considérer que c'est une filière essentielle pour notre pays. Moi, je suis très content sur le fait que à la cérémonie d'ouverture, le cheval a été extrêmement présent. J'ai eu les poils qui se dressaient quand j'ai vu le cheval mécanique remonter la scène. Je ne suis pas le seul, j'imagine. Plus le portage de flammes avec toutes les équipes qui étaient derrière, au pied de la Tour Eiffel. C'était deux gardes républicains qui entouraient la fameuse cavalière. Le cheval existe en France, on a une culture cheval. On dit souvent, c'est les Anglais et tout ça, nous on n'a pas de culture cheval. La preuve que si, puisque la cérémonie d'ouverture qui a été vue par des milliards de personnes, je crois, on est plus dans du milliard que dans du million. Le cheval a existé, vraiment existé. Donc j'ai tendance à penser qu'on est dans un pays qui y croit et qui considère que le cheval est un bon vecteur. Le choix de Versailles est aussi un choix fort, parce que quand on parle des jeux et des réussites, on parle souvent de Versailles. Donc c'est quand même une belle force, même si je sais que l'équitation est menacée, parce que les animalistes considèrent que... Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais ouais, je pense qu'il faut garder ça. La garde républicaine est importante. La police montée est importante. Je sais qu'il y a des projets en ce moment de développement de police montée un peu partout en France. Plus on verra de cheval dans notre environnement social et dans nos villes et auprès des gens, plus on existera. Ça peut paraître futile de dire on va vendre des chevaux de trait pour faire de la police montée ou la garde républicaine, ça sert à quoi ? C'est essentiel. C'est notre culture. On a une culture cheval, on a une éducation, Cadre Noir, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, on est un vrai pays de cheval. Et si on garde pas ça, on a en plus une force énorme d'avoir une structuration de filière qui est très importante, d'avoir un PMU, d'avoir une filière forte, bien structurée, collective. C'est très rare. Le PMU, ça existe nulle part. C'est le PMU qui finance toute la filière, y compris la filière sport, il ne faut pas l'oublier. On a cette chance-là. On a un vrai pays de culture de cheval. Faut absolument qu'on garde ça pour éviter de sortir un peu et de se retrouver livré à nous-mêmes, ou en tout cas qu'on considère que c'est pas important. Et moi, j'ai tendance à penser que je veux contribuer à considérer que le cheval rayonne dans notre pays et a tout à fait sa place dans notre inconscient collectif. Même si on n'y connaît rien, cette filière, même si on ne s'y intéresse pas. On doit bien avoir ça en tête, que cette plus belle conquête de l'homme est essentielle pour nous et fait partie de nos fleurons. Et je suis très très content, je finirai là-dessus, que les Jeux Olympiques l'aient mis en avant et que Thomas Joly l'ait mis dans cette formidable cérémonie d'ouverture avec ce cheval mécanique qui a remonté la scène. Merci beaucoup Yann, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous et j'espère qu'en tout cas ça en inspirera plus d'un de vous écouter. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous déposer quelques mots pour partager avec nous vos expériences